Bonjour tout le monde, nous sommes les Lucas filles. Bienvenue sur ce troisième épisode de podcast. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Alors aujourd'hui, nous continuons notre analyse de la nouvelle trilogie, notre série Comprendre la postlogie Star Wars. On était au niveau débutant dans la vidéo précédente. On va passer au niveau intermédiaire. Et on en profite pour vous remercier de l'accueil que vous avez réservé. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les commentaires. Ah oui, on a adoré les commentaires, on adore avoir des commentaires, on adore répondre aux commentaires. Alors n'hésitez pas à nous en mettre et vous avez des fois des super bonnes idées aussi. Donc n'hésitez pas à partager et on vous répondra pour l'instant sans aucun problème. Alors aujourd'hui, pour ce niveau intermédiaire de comprendre la postlogie, nous allons nous intéresser au parcours de l'héroïne et on va aussi en profiter pour parler des archétypes tels que Jung et les psychanalystes les comprennent et tels qu'on les retrouve dans la plupart des contes de fées et des mythes. Bon, alors n'ayez pas peur quand même, hein, vous n'avez pas besoin de vous allonger sur le divan. On va faire très simple. On va faire vraiment débutant quand même, même si on appelle ça intermédiaire. On va vous simplifier tout ça et on va essayer de bien illustrer avec des petits exemples croquignolets et puis toutes les images que vous voyez sur l'écran. Alors, Joseph Campbell, alors c'est du lourd quand on étudie Star Wars, parce que George Lucas n'a pas arrêté de remercier Joseph Campbell pour son travail sur le monomythe dans un livre qui s'appelle L'homme aux mille visages. Et donc Campbell, c'est un peu un autodidacte qui a passé sa grande partie de sa vie, au lieu de faire un doctorat, il s'est dit je vais lire absolument tous les livres sur les contes de fées et les grands mythes fondateurs de la civilisation, des différentes civilisations, aussi bien judéo-chrétiennes que orientales ou amérindiennes, je crois. Il a vraiment fait large. Et donc à un moment, il a tout synthétisé en disant, eh ben, il y a des étapes qui sont toujours les mêmes, quels que soient les mythes. Et il en a défini un certain nombre qu'on va vous qu'on va vous rappeler. Et George Lucas, quand il a écrit Star Wars, il était un petit peu perdu. Il partait vraiment à fond sur le Sénat, enfin toutes les choses dont il nous a régalé pour la prélogie. Et, et Ouais. donc, il s'est un peu calmé à un moment sur les commentaires qu'on lui a fait. Et il est parti sur Campbell, ce qui est vraiment ce qu'il a fait de mieux, parce qu'il nous a pondu un joli mythe intergalactique avec l'aventure de Luke Skywalker. Et là, on va rester vraiment que sur la trilogie originale parce que ça fonctionne pas du tout sur la prélogie. Donc, première étape importante, c'est situer le héros dans son petit monde quotidien, son petit train-train très ennuyeux, hein, où il se passe pas grand-chose et où il n'est pas particulièrement exceptionnel. Ensuite arrive l'appel de l'aventure. Effectivement, son monde ordinaire, le futur héros, n'en est pas, enfin, est pas content du tout. On le voit chouiner Luke. Station de Toche. Voilà, exactement. Ouais, je voudrais partir à l'académie, mais l'oncle il veut qu'il reste à la ferme, etc. Et puis l'appel à l'aventure, bah, c'est quand il va trouver les deux droïdes. Alors, l'appel à l'aventure, ça peut être les deux droïdes, mais c'est surtout le message de la princesse Leia. Oui, oui, effectivement, C'est tout est lié à ce moment-là, ouais. c'est dring dring, l'appel de l'aventure, tu as un message. Bon, sauf que justement, juste après, il y a normalement l'impossibilité de partir. Dans un premier temps, quand le héros très ordinaire reçoit l'appel de l'aventure, eh ben il panique, il veut pas y aller, il a peur. Il refuse cet appel. Il trouve des excuses. Alors là, Luc, Ouais. son excuse, c'est mais je dois aider à la récolte. C'est ouais, enfin, c'est pas qu'il il veuille vraiment rester dans le monde ordinaire, parce que ça le gonfle de rester à la ferme, on l'a vu un peu plus tôt, mais l'appel de l'aventure, ouais, il le refuse systématiquement la première fois. Et également, il y a l'apparition du guide. Ça va également avec l'impossibilité de partir parce qu'à ce moment-là, il rencontre Obi-Wan. Mais généralement, il y a toujours à ce moment-là un mentor. Ça peut être un sorcier, un nain. Enfin, ça dépend des histoires. Mais là, bon, c'est un magicien d'une certaine manière puisque c'est Tout à Obi-Wan, fait. le chevalier Jedi ermite qui arrive et puis qui lui dit non non tu dois y aller, enfin qui va l'encourager, qui le prend sous son aile et qui lui apprend les bases de la force. Bon.
Alors, sa première épreuve, après vient la première épreuve. Sa première épreuve, c'est s'échapper de Tatooine. Alors, juste pour revenir 1 minute sur le mentor ou le vieil homme sage, donc Obi-Wan, c'est bien souvent dans le parcours du héros, à ce stade, il va aussi donner une arme magique au héros. Bon, là, en l'occurrence, il donne à Luke le sabre de son père, le sabre d'Anakin. Donc voilà, je voulais juste Oui, c'est vrai, t'as rajouter ça. raison. Faut rajouter. Et alors ensuite, donc effectivement, le héros passe le seuil de l'aventure, c'est-à-dire il va commencer à entrer dans le monde magique, le monde extraordinaire, et il ne pourra plus faire demi-tour. Et effectivement, c'est toute la séquence où il va devoir quitter Tatooine. Donc déjà, il y a la mort de son oncle et de sa tante. Donc il ne peut plus retourner à la ferme parce que les Stormtroopers vont lui tomber dessus. Donc il ne peut plus revenir en arrière et il doit accepter l'appel de l'aventure. Il doit obligatoirement aller de l'avant, donc quitter Tatooine et ramener les robots à la princesse. Ah, de toute façon, il n'a pas le choix, hein. Donc le choix, Il il n'a a plus été le fait pour choix. lui. Voilà, Voilà, c'est ça. exactement. Exactement. Bon, après, donc là, c'est s'échapper de Tatooine. Il y a aussi l'idée de rencontrer des alliés. Tout à fait. Également ses ennemis d'une certaine manière parce qu'il est confronté pour la première fois aux Stormtroopers qui le chassent. Et puis il a aussi le petit épisode dans le bar. Je pense pas qu'il ait l'habitude de se faire d'être dans des bagarres. Hein. Il a pas l'air d'être très habitué à la violence urbaine, hein, Luke. Donc il est confronté à ça pour la première fois. Et donc il rencontre Han Solo et Chewbacca. Donc ce sont ses premiers alliés qui vont l'aider dans son début d'aventure. Effectivement. Donc ça, pareil, on continue à coller au schéma de Campbell. Et donc il subit des épreuves, il continue à subir des épreuves avec ses alliés. Ça va continuer pendant une bonne partie du film. C'est juste après, donc il va atteindre l'endroit le plus dangereux. Donc l'étoile de la mort. L'étoile de la mort, c'est souvent un endroit en profondeur, donc ça peut être une grotte, ça peut être une caverne, quand le héros peut partir affronter le dragon, etc. Donc là, Ou on la est vraiment dans décharge. les profondeurs de l'étoile noire. Ah bah, si tu de- vas aller dans de- les profondeurs, il y a surtout la décharge, hein, donc il se retrouve et dans les la poubelles. scène de la décharge. Et c'est là que se trouve l'objet de sa quête, en l'occurrence la princesse Leia. Oui. Dans les profondeurs de l'étoile noire. Donc Oui, parce que ça continue à matcher. dans le voyage du héros, souvent les filles font un peu partie de la récompense, hein, donc c'est aussi, elles peuvent être des aides, par exemple Ariane avec le Minotaure ou Tout à Médée fait. avec Jason, mais souvent elles font aussi partie du butin ou de la récompense finale, hein, donc c'est aussi. C'est pas toujours très flatteur pour les personnages féminins, effectivement. Non. Donc, une fois qu'il a trouvé l'objet de sa quête dans les profondeurs, donc quelle que soit la forme qu'on leur donne, il va subir une épreuve qui est d'affronter la mort. Et là, c'est la mort d'Obi-Wan. Le sacrifice, ouais. Le sacrifice d'Obi-Wan, c'est une étape fondamentale pour Luke, pour son parcours. La mort du mentor. Pareil, on continue à suivre les étapes du voyage du héros vraiment Ah bah, à la lettre. ouais, c'est très synthétique sur le premier qui est le Nouvel Espoir, mais en fait, on peut l'appliquer sur l'ensemble d'après de la trilogie, puisqu'on pourrait aussi considérer que l'épreuve suprême ou être confronté à la mort pour Luke Skywalker dans l'Empire contre-attaque, c'est le moment où il se fait couper la main et où il apprend Tout que à fait. Vader est son père. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans la saga, c'est que chaque film d'une trilogie est un mini parcours de héros. Et vous avez aussi le parcours du héros sur l'ensemble de la trilogie, donc sur les 3 films, qui suit le même schéma. Donc c'est un peu comme les poupées russes, quoi. C'est très très élaboré, en fait. C'est très très élaboré. C'est ça. Il y a le monomythe et il y a le mini-mythe. Le mini-mythe, c'est chaque petit film est un mini-mythe. Exactement. Mais il fait le maximum. C'est un petit peu ça. Alors après la confrontation à la mort, l'épreuve suprême, il y a la tentation souvent. Donc la tentation, c'est Luke tenté par le côté obscur. On retrouve encore la grotte hein, que tu mentionnais, Aurélie, aussi dans l'Empire contre-attaque, on retrouve ça. La tentation, il l'a pas forcément dans le premier, dans le Nouvel Espoir. La tentation dans le Nouvel Espoir, je pense qu'il y a la tentation à un moment donné de se laisser aller au désespoir. Je pense qu'on peut le voir comme ça parce qu'il met du temps avant de rebondir après le décès d'Obi-Wan. Et puis il y a la tentation de ne pas écouter la voix d'Obi-Wan, je pense, au moment de tirer dans les tranchées, de détruire l'étoile noire.
peut-être aussi de suivre Han Solo. J'ai pas l'impression qu'il soit très tenté, mais bon, Han Solo présente la possibilité de faire autre chose, de pas jouer les Exactement. héros et d'aller juste profiter du butin qu'ils viennent d'avoir en sauvant la princesse. Bon, il a pas l'air tenté plus que ça, mais ça pourrait Non, être. non, Luc est pas tenté, mais en tout cas, c'est une offre qui lui est faite et qu'il refuse. Et effectivement, la tentation de Luc, ouais, elle est pas très. Il est quand même droit dans ses bottes hein, dans le premier film. Hein. C'est plutôt quelque chose qu'on va retrouver dans l'épisode 5 et dans l'épisode 6, où vraiment il va être tenté par le côté obscur. Au moment où il attaque l'étoile noire dans l'épisode 4, c'est là qu'il va trouver l'élixir, en l'occurrence le moment où il écoute Obi-Wan et il décide d'utiliser la force pour détruire l'étoile noire et non pas les appareils de visée qui sont sur son X-Wing. Oui, donc Donc l'élixir, c'est la force, c'est la connexion à la force en c'est fait. ça. L'élixir, c'est un peu l'objet magique. On a parlé avant d'objet magique, mais c'est un objet de quête qui, à la fin, finit par donner tous les pouvoirs au héros, qui fait de lui le grand héros de la quête dans le monomythe de Campbell. Souvent, il y a ça. Et ensuite, eh ben, il faut qu'il s'empare de ce que tu as dit, il s'empare de sa quête, donc c'est l'élixir. On a l'apothéose du héros. Donc là, c'est Oui, Luke devient un véritable Jedi. Dans le premier, comme tu as dit, il a écouté la voix de la force, sa voix intérieure, et non pas simplement le GPS de son X-Wing. Et ensuite, on a la victoire sur le mal. En sachant que souvent, il y avait un petit passage qui pouvait s'ajouter, qui était la réconciliation avec la figure paternelle, ce qui est très bien pour la suite, pas pour le premier, mais ce qui est très bien pour la suite de son parcours. du Ouais. original, puisque on le voit se réconcilier avec Dark Vador et accepter son père, et avant de défaire l'Empire et de détruire la dernière étoile de la mort pour le 6. Alors, normalement, à la fin du voyage du héros, le héros se retourne vers le monde ordinaire. Pas le monde ordinaire tel qu'il a connu avant, puisque maintenant il a un statut de héros qui est reconnu, il a confiance en lui, il a fait toute sa quête, il a rencontré des gens, donc il a évolué, mais il retourne vers les autres dans le monde, et c'est ce qu'on voit très bien dans l'aventure de Luke, puisque à chaque fin d'épisode, il est entouré dans la première partie lors de la remise des médailles, il est entouré de tout le monde, toute la rébellion, et pas seulement Oui. ses nouveaux alliés qui sont Leia, Han et Chewbacca. Dans la fin du 5, il est auprès de Leia à envisager comment sauver leur ami Han Solo. Donc il est également entouré avec les droïdes, enfin avec sa famille de cœur. Et Mhm. à la fin du 6, il est entouré avec ce qui est littéralement sa famille, plus seulement sa famille de cœur, puisqu'il a appris que Leia était sa sœur. Du coup, Han Solo devient son beau-frère, et tout ce petit monde fait famille, avec en plus la famille étendue qui sont les forces bleues qui sont là, et les Ewoks, Effectivement. voilà, et la rébellion derrière. Et donc tout ce petit monde-là constitue un retour à la normalité, à l'équilibre, à l'harmonie, à la paix, qui est normalement la conclusion de l'aventure du héros. Tout à fait. Donc ça fonctionne encore une fois très très bien par rapport aux étapes identifiées par Campbell. Bon, et ça, c'était le projet de Campbell de base qu'il a repéré. Mais bon, Campbell, il a oublié quelque chose là-dedans. Il a oublié les filles, il a oublié les héroïnes. Et ben, et nous Effectivement. alors? Nous aussi, on a des aventures. Et on les vit pas pareil. Et donc, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui s'est dit, mais ça fonctionne pas, Joseph. Peut-être qu'il faudrait envisager une autre possibilité. Et alors effectivement, Maureen Murdoch, qui est psychologue de base, de formation, elle admirait beaucoup le travail de Campbell. Elle s'était rapprochée de Campbell pour lui dire quand même la perspective féminine, ça manque un peu hein, dans le monomythe. Hein, et il lui avait répondu que les femmes n'avaient pas besoin de s'engager sur un parcours de héros parce que tout ce qu'elles avaient besoin de faire, c'était de réaliser la puissance qui est en elles et le fait qu'elles sont la déesse. Donc évidemment, Maureen Murdoch, cette réponse l'a pas du tout satisfaite. Bah, tu penses. Et bah ouais. Alors, elle a toujours beaucoup de respect pour Campbell, mais du coup, elle a construit le parcours de l'héroïne sur les bases du parcours de héros de Campbell, ce qui fait qu'il y a des étapes qui correspondent très très bien.
Mais une femme n'est pas dans le monde comme un homme. Elle va pas aborder la société et les épreuves de la même façon qu'un homme. Et donc ça, c'est quelque chose que Murdoch a vraiment mis en avant dans son parcours de l'héroïne. Parce que des parcours d'héroïne, on en connaît plein. Et Campbell les avait un petit peu laissés de côté, donc la perspective féminine de côté, et c'est exactement ce que Murdoch voulait réintégrer dans son parcours d'héroïne. Et donc notre amie Ray, puisque là on va passer à la postlogie, on est sur un parcours d'héroïne, et Ray suit les étapes du parcours de l'héroïne tel que Murdoch l'a défini à la lettre. Et il faut savoir que le parcours d'une femme, l'éveil d'une jeune femme, les différences par rapport au garçon, ça va être l'éveil de sa sexualité. Et ça va être aussi la façon dont elle va intégrer sa part d'ombre. Chez un garçon, c'est plutôt par le conflit. Chez une fille, ça va se faire par des qualités plus féminines, en tout cas codées comme féminines, en l'occurrence la compassion. Voilà, donc c'est des notions qu'il faudra garder à l'esprit quand on va entrer dans le détail dans le parcours de Ray. C'est un voyage plus intérieur. Disons que Campbell, il a beaucoup lu, mais il s'est pas intéressé à Simone de Beauvoir, hein. On ne naît pas femme, on le devient. Il y a toute une initiation aussi au monde féminin, et c'est très bien que Maureen Murdoch nous ait reproposé quelque chose. On vous avait cité très brièvement Eros et Psyché comme référence dans la partie débutant sur le dernier podcast. Psyché, il aurait pu s'y intéresser pour son monomythe et se dire peut-être il y a une version alternative à ce que je propose. Alors, on va développer donc l'aventure de l'héroïne qui elle continue au-delà de la récompense du héros. C'est-à-dire, nous, on s'arrête, retour au monde ordinaire, the end, c'est fini, il ne reste rien. En fait, l'aventure féminine, c'est quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ça continue. C'est exactement ça. Un petit peu plus. Et alors, on va vous proposer une lecture, une théorie qu'on pense pertinente et intéressante, qui est que là, encore une fois, la raison pour laquelle la postlogie n'est pas bien comprise par plein de gens aujourd'hui qui pourtant sont fans de Star Wars et ont les mêmes références en ce qui concerne Joseph Campbell, c'est justement qu'ils se sont arrêtés à Joseph Campbell et que le parcours du héros standard de Luke, ils le retrouvent pas dans la nouvelle trilogie, dans la postlogie, et c'est normal parce qu'il n'y est pas. Il n'y a que du parcours d'héroïne qui fonctionne shocking pour Rey, oui, mais aussi pour Kylo. Eh oui. Oh my God. Effectivement, il semblerait que Kylo soit lui aussi sur un parcours d'héroïne. Ah ben, c'est pour ça Ouais, comme ils Rey. sont tout perdus, nos garçons là, ils savent plus. Hein, Ah ouais, ouais. Monsieur se passe-t-il. Ils ont plus leur repère. Alors, on va vous développer tout ça. Vous allez voir que ça fonctionne plutôt bien. Hein, donc, Alors c'est parti. La première étape du parcours de l'héroïne, ça va être le rejet de sa part féminine, des qualités féminines. Et donc on va la trouver dans son monde ordinaire, donc comme pour le héros. Et dans ce monde ordinaire, elle subit des pressions pour rejeter le féminin. Et on le voit très très bien avec Rey. Elle est dans un univers sur Jakku qui est extrêmement difficile, une vie très très compliquée, très dure, avec des gens pas très recommandables autour d'elle. Donc elle est vraiment entourée de valeurs masculines. Elle a été obligée, amenée pour survivre à développer des qualités qui sont codées comme masculines, comme la résilience, la résistance, la patience. Elle survit en démantelant des machines de guerre et des vaisseaux de guerre, donc forcément des éléments qui sont codés comme masculins, de façon très très guerrière. Elle a développé des talents de mécano par la force des choses. Donc vraiment des éléments qui sont extrêmement masculins et par nécessité, c'est le mode de vie qu'elle a développé, ce sont les qualités qu'elle a développées. Donc elle est vraiment déconnectée du féminin au début du film, au moment où on la rencontre sur Jakku. Ah bah c'est un garçon manqué. Hein, de toute façon, quand on la voit au début, on sait pas trop si c'est une fille, un garçon. La première chose que je vois, c'est un masque. Donc c'est pas
tout de suite évident que c'est une jeune fille. Après, elle rejette aussi le féminin parce elle a pas besoin qu'on lui tienne la main, hein, comme elle Laura Balafine. Elle se défend toute seule. Dans sa maison, elle a elle joue avec un casque de pilote. Elle a une poupée qui est une poupée de pilote. Enfin voilà, c'est le vrai petit garçon manqué. Et le seul moment où on entrevoit le fait elle a quand même un désir d'aller vers le féminin, ou en tout cas elle se pose des questions sur son féminin, c'est quand elle regarde cette vieille femme. C'est ce tout petit moment d'introspection, de réflexion sur elle, où elle regarde cette vieille femme sous la tente en train de nettoyer les pièces détachées avant d'aller les vendre à Unkerplot. Et elle regarde cette vieille femme et elle se dit, mon Dieu, c'est mon avenir, c'est ce qui va m'arriver, etc. Le moment où elle se pose sur le féminin et sur sa destinée en tant que femme, c'est un regard négatif ou plein d'appréhension. Donc elle est vraiment dans le rejet du féminin au complet au début de son voyage. Complètement, ouais. En plus, elle n'a pas accès à des crèmes anti-rides, alors dans le rejet du féminin. Non, alors dans le désert, ça risque de finir comme un pruneau séché, comme la mamie qu'elle a en face Pas d'elle. le SPF 50, hein. Donc c'est Non. donc un vrai garçon. Et en parallèle avec Kylo dans le rejet du féminin. Alors le rejet du féminin, on l'a dès la première séquence avec Lor San Tekka. Quand il lui parle de sa famille. Parce qu'en fait, rejeter sa famille, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de rejet par rapport à la mère. Enfin, extension pas seulement, mais le rejet du foyer, c'est souvent codé pour reprendre Campbell comme la mère. Donc, il a rejeté tout son héritage familial. Leia est présente en filigrane dans la scène parce que on parle d'elle, Poe et Lor San Tekka sous la tente, juste avant que le premier ordre arrive sur le village, parlent de Leia. Sans jamais la nommer, c'est très très rigolo. C'est-à-dire que Poe la mentionne comme le général, et Lor San Tekka lui dit, pour moi, ce sera toujours la princesse, ce sera toujours une personne royale. Et Poe lui répond, oui, elle est ça aussi. Et donc, si tu veux, Leia est mentionnée sans lettres juste avant que son fils arrive pour foutre le bazar sur le village. Et a posteriori, quand tu revois cette scène ou quand tu y repenses, tu te dis, ok, ça prend tout son sens aussi que Lor San Tekka, il appuie là où ça fait mal quand il voit Kylo, c'est-à-dire sur sa famille, sur ses origines, sur tout ce que Kylo manifestement veut étouffer, puisque il disparaît sous un masque, il masque sa voix, donc il veut complètement éradiquer son ça, c'est pas une coïncidence, c'est sûr, hein, de parler qu'il débarque juste au moment où il y a le chouchou de Leia qui est en train d'être parti en mission, et que il attrape cette personne-là, qui le passe à tabac, ou qu'il lui qu'il essaye d'aller voir ce qu'il y a dans sa tête. Encore une fois, ça aussi, ça va avec le rejet de sa mère et du féminin, puisque c'est Poe, c'est comme Leia par procuration dans cette scène. Tout à fait. Tout à fait. Mais d'ailleurs, la façon dont Kylo est présenté, il est quand même physiquement très très masculin. Quand il descend de la rampe de son vaisseau, on dirait un taureau furieux. La seule femme qu'on identifie dans la scène, c'est Phasma, et elle est plus grande que lui, elle est dans une grande armure, et l'interaction qu'ils ont, c'est pour ordonner la destruction d'un village. Donc on est vraiment sur des codes extrêmement masculins, extrêmement guerriers. On a vraiment l'impression de quelqu'un qui est dans le rejet du féminin complet. Oh, aussi. il y a une petite ambiguïté quand même avec Kylo dans la première scène, moi je trouve, parce qu'il y a beaucoup de personnes avaient pensé que peut-être ça pouvait être une femme déguisée, parce que tu mettais sa voix, et puis sa silhouette au début, elle est pas si massive que ça finalement. Il fait très élancé, très le fait d'être caché avec ses longues robes. C'est les longues robes. C'est ça. C'est vrai que ça fait que on part vers une androgynie, vers une indétermination, exactement comme Rey au début. On n'est pas trop sûr de savoir à qui on a affaire en termes de sexualité ou en termes de code. Est-ce que c'est masculin, est-ce que c'est féminin? On part dans du neutre en fait à l'origine. Moi, je dirais plus ça. Mais je comprends ce que tu veux dire sur le masculin. Oui, c'est peut-être plus violent, mais par contre, complètement d'accord sur la deuxième partie qui est l'identification avec le masculin, donc dans le parcours de l'héroïne. Donc ça, on l'a développé, tu l'as très bien dit, avec Rey qui s'identifie à des codes
de mecs, pour ce que ça veut dire dans Star Wars, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on a des mécanos, des pilotes, enfin c'est pas un univers Complètement diamétralement, binaire, ouais, ouais. c'est ça. Non, non, non. Donc, mais néanmoins, oui, identification avec le masculin. Elle se retrouve d'ailleurs appairée avec un garçon. Enfin, elle est entourée que de garçons au début. Elle est très agressive, elle se bat contre eux, elle leur met la pâtée avec son bâton. La première fois qu'elle ouvre la bouche, elle hurle dans une langue alien qu'on comprend pas quand elle sauve bébé 8. Elle refuse de se faire déterminer comme fille également par Finn, non seulement quand elle refuse de lui prendre la main, mais aussi, ou de se faire défendre par lui. D'ailleurs, c'est pas qu'elle le refuse, mais elle se fait pas défendre par lui. C'est pas la demoiselle en détresse. Mais aussi, quand il commence à lui poser des questions, savoir si elle a un petit ami qui l'attend sur Jakku. Elle veut pas se faire définir comme fille. Mais je pense que c'est vraiment parce que être une fille sur Jakku, c'est très dangereux, quoi. C'est être codée comme une fille sur Jakku, bah, tu risques ta peau, donc effectivement, elle n'a pas le choix. Et donc, quand elle passe à la deuxième étape, qui sont les épreuves et les tests qu'elle va rencontrer, donc ça, c'est une bonne partie de l'épisode 7, elle a complètement embrassé son côté masculin et c'est vraiment ce côté-là qu'elle va mettre en avant systématiquement pendant tout l'épisode 7, effectivement. Donc, quand elle rencontre Finn, là, c'est tout à fait parlant. Le fait qu'elle pilote, et cetera, quand elle va rencontrer Anne et Chewie, elle est pas du tout codée comme une fille, sauf si au moment où Anne est surpris que ce soit elle la pilote, c'est parce que c'est une fille et elle le rejette complètement en disant: «Bah si, si, c'est moi la pilote» et puis, 2 secondes après, elle va lui prouver que c'est elle parce qu'elle va devenir son copilote vu que Chewbacca est blessé et elle va même, chanter le compresseur. Donc ses qualités de mécano vont être mises à contribution. Donc les rares fois, à chaque fois où les autres personnages essaient de se référencer à elle comme à une fille, soit par son attitude, soit par ses actions, elle va les envoyer bouler, leur démontrer le contraire. Même quand il lui donne son pistolet laser et qu'il veut lui expliquer comment s'en servir. Bon, elle s'en sert pas très très bien au début, mais néanmoins, il lui dit je vais t'expliquer. Et elle dit non, mais je sais très bien me défendre toute seule. Exactement. Donc c'est les rares fois où elle va apparaître plus féminine, c'est les rares fois où elle est demoiselle en détresse et c'est quand elle est face à Kylo. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard, du coup. Alors, on est toujours dans l'identification avec le masculin ou on est déjà sur les épreuves ogre et dragon? Parce que peut-être identification avec le masculin, effectivement, le premier ordre a un côté très masculin. Quand tu as raison quand tu parlais de Phasma en disant le féminin est effacé, même s'il y a des femmes dans le premier ordre, on les voit, on voit des officiers. Bah oui, forcément, le premier ordre est complètement en rejet du féminin. Il va jusqu'à détruire des planètes. Oui, parce qu'à part. Des planètes, c'est comme la mer, la terre, la mer nourricière, etc. Donc détruire une planète, c'est détruire la mer, c'est détruire le féminin. Donc ils sont vraiment là-dedans. Bon, puis avec tout le côté symbole phallique, la première image qu'on a, c'est ce symbole phallique sur la planète que certains ont assimilé à un doigt d'honneur également, mais Effectivement, mais voilà. ouais. Quand tu as la proue du destroyer, du finaliseur qui se détache sur la planète en ombre comme ça, c'est extrêmement agressif. Ça. Avant même qu'on voit les Stormtroopers dans leur petite navette là, qui descendent sur le village, on sent que c'est une agression, on sent que c'est une invasion. Tout à fait. Toujours sur l'identification avec le masculin ou on passe à épreuve et dragon? Bah, les deux en fait se suivent de façon assez fluide en fait. Parce que le rejet du féminin, identification avec le masculin, et ça se confirme dans les épreuves. Donc c'est pour ça que j'avais glissé déjà, Ah. sans m'en rendre compte. Glisser à la deuxième étape. Mais alors il y en a un autre qu'on peut rajouter qui est important dans Rey, c'est le fait que elle se projette tout de suite sur Han Solo. D'ailleurs, ce qui a amené plein de gens à penser que c'était sa fille, mais c'est parce qu'elle aimerait bien lui ressembler. Elle l'admire en tant que pilote. Elle a entendu parler de lui en tant que pilote. Non, même pas. Elle a entendu parler de lui en tant que contrebandier. Exact. Et puis très vite, elle le regarde avec admiration. On sent qu'il y a un lien qui se crée entre eux. Il est prêt à l'accueillir également sur le Faucon. Donc oui, elle fait la substitution, la fille de substitution auprès de Han Solo. Elle le voit comme un père de substitution, c'est évident. Ce qui est très amusant aussi, c'est que Rey, elle a grandi
en écoutant les histoires de Luke Skywalker, de Han Solo. Donc Rey, elle a été nourrie au coin du feu dans le village, là, quand les bardes, ou je sais pas comment ça s'appelle, passaient, en écoutant les histoires de héros, de garçons. Des monomythes. Le monomythe, exactement. Rey, elle a été nourrie au monomythe depuis sa plus tendre enfance. Et c'est pour ça aussi que même plus tard dans l'épisode 8, elle va chercher à émuler le parcours de héros de Luke Skywalker avant de se rendre compte que ça ne fonctionne pas pour elle parce que c'est une héroïne et qu'elle est sur un autre voyage. Elle entreprend un autre voyage. Mais voilà, elle a été nourrie au code masculin. Elle a été nourrie. Elle s'identifie avec le masculin à ce niveau-là aussi. En tant que future héroïne, elle va essayer de coller au parcours du héros jusqu'à ce que ce soit plus possible parce que ça va être en clash avec son parcours féminin, avec sa féminité vraiment. Mais dès sa rencontre avec Anne, elle a un premier ogre ou dragon sur sa route qui est le Rattard. Oui. En plus, qui est une figure dévorante d'un féminin hyper négatif, comme en cauchemar de les créateurs de monomythes. Exactement. Pas forcément la manière dont les femmes représenteraient ça, mais enfin, c'est une espèce de bouche dévorante avec des tentacules qui leur courent après, et qui d'ailleurs s'en prend qu'au mec. Oui, Rey n'est jamais en danger de la part du Rattard. Non, mais c'est le premier ogre qu'elle croise sur sa route. Le deuxième, c'est le grand méchant loup. Ah oui. Le futur chéri, Kylo Ren, dans la forêt. Ouais, dans la forêt. Ce qui n'est pas anodin du tout. On vous renvoie vers ce qu'on a dit dans la vidéo précédente, au niveau débutant. Mais voilà, le fait qu'ils se rencontrent tous les deux dans la forêt, c'est absolument pas anodin. Oui, c'est un lieu très important, c'est très codé. Joseph Campbell le dirait lui-même, bien qu'il soit pas très intéressé à l'univers du petit chaperon rouge, mais c'est très très codé dans l'éveil à la sexualité, et à tous les parcours d'initiation érotique. Il y a toujours un petit passage dans les buissons. C'est important. Ça s'y prête bien. Ça s'y prête bien. Effectivement. Faut trouver un coin douillet, de la mousse, mais ça s'y prête. Et en fait, dans cette étape, dans cette deuxième étape des épreuves et des dragons, vous avez des passages de seuil qui se font, qui sont très très importants. Et là, en l'occurrence, c'est le deuxième dragon sur la route de Rey, c'est Kylo Ren qui lui fait franchir un seuil, puisqu'au moment où il l'enlève, il va lui faire franchir le seuil littéralement de sa navette pour l'emmener dans le monde souterrain, en l'occurrence sur Starkiller, sur la base du Premier Ordre. On pourrait dire aussi, pour reprendre, parce que Maureen Murdock, encore une fois, elle a pas complètement invalidé le parcours du héros de Joseph Campbell. Pas du tout, non, elle a vraiment élaboré à partir de ça lui a servi de fondation en fait. Elle l'a enrichi. Et donc en fait, tu parlais de la rencontre avec Kylo, juste avant, Rey, elle a son appel à l'aventure en fait. C'est le vrai appel à l'aventure, il arrive là, c'est le moment où elle trouve le sabre d'Anakin, ou le sabre de Luke. D'ailleurs, ça reprend les codes qu'on a pu voir dans la trilogie originale, puisque ça correspondait à peu près au départ de l'aventure pour Luke. Et comme Luke, elle refuse cet appel à l'aventure, puisqu'elle rejette le sabre et qu'elle se sauve dans la forêt. Et normalement, encore une fois, dans le parcours du héros, il y a un moment où on est encouragé à aller à l'aventure par un mentor. Et justement, ce mentor, c'est également le grand méchant, puisque c'est lui qui l'oblige à aller quand même faire cette aventure. En fait, Manu Militari va la mettre en mouvement, alors que Rey, typiquement, comme elle rejette le féminin, elle veut rester dans le monde ordinaire, dans le monde masculin qui est celui de son enfance. Rey ne veut pas grandir. Et donc, c'est Kylo qui va l'obliger à grandir en lui faisant prendre le chemin de l'aventure. Mais juste avant ça, elle a quand même un autre mentor. Au moment où elle a le sabre, qui fait écho à Obi-Wan, c'est Maz Kanata. Maz Kanata qui est une vieille femme moi je trouve que c'est pas anodin qu'au moment où Rey rejette l'aventure, elle rejette les paroles d'une femme sage, une vieille femme qui veut l'envoyer sur l'aventure, qui veut lui faire comprendre qu'elle doit quitter l'enfance, qu'elle doit entrer dans le monde adulte, qu'elle doit prendre des risques et ça veut dire se réconcilier avec son féminin puisque là elle est dans le rejet complet du féminin. Donc elle rejette une femme qui est en train de lui dire tu dois grandir et pour ça tu dois te réconcilier avec ton féminin. Donc je pense que c'est pas anodin aussi qu'elle ait affaire à Maz au moment où elle touche le sabre. Et qui lui dit de regarder vers l'avenir.
Lui dit: «Ce Exactement. qui t'attend, c'est devant toi, ma belle, c'est pas derrière». Parce que normalement, Rey, après avoir livré le droïde, elle repart direct sur Jakku, faire sa vie, refaire sa vie et continuer à attendre ses parents, avec le blob dans le dans le fond. Il se passe rien. C'est-à-dire pendant C'est ça. effectivement, pendant un bon moment dans l'épisode 7, le plan c'est ça, hein. Je ramène le droïde, parce que je me suis engagée à le faire et cetera. Puis elle s'est attachée à ce droïde, même si elle a pas le contact facile, hein, Rey, elle connecte pas tout de suite avec les gens, hein. Elle se protège beaucoup, BB-8, elle voulait pas le garder, Finn, elle l'envoyait bouler, c'est pas une fois qu'elle connecte, elle est hyper loyale et cetera. À la vie, à la mort, est très protectrice, mais sa première réaction, c'est: «Je ne veux pas, me connecter avec les gens, je ne veux pas me connecter avec les autres». Quand elle crée des liens, ça se fait pas tout de suite, quoi. Elle résiste. Elle résiste au fait de grandir, elle résiste au fait de se lier avec les autres, donc Et pour reprendre le voilà, parallèle, c'est compliqué. comme quelqu'un qui est exactement comme elle et qui s'est déconnecté des autres et de sa famille et même du premier ordre, hein, puisqu'il est souvent présenté en isolé, en fait. C'est un électron libre, hein, il est en Exactement. marge du premier ordre et déjà parce que c'est un utilisateur de la force, c'est l'apprenti de Snoke, donc il a un statut très Il particulier. est Il n'est unique. pas dans la hiérarchie, ouais, il est pas dans la hiérarchie militaire, ce qui fait bien suer le général Hux d'ailleurs, mais de lui-même, de toute façon, il s'écarte, il se maintient en marge du premier ordre. C'est sans ambiguïté au moment de la destruction du système haussnien, donc ça on l'avait déjà évoqué dans une vidéo précédente, mais c'est sans ambiguïté pendant tout le long du film. Ses objectifs personnels sont rarement en alignement avec les objectifs du premier ordre. Même au sein de cette structure qu'il a intégrée parce qu'il s'est rapproché de Snoke, il est devenu son apprenti, il connecte pas. Il connecte avec personne. Oui, puis dans le choix de costume, hein, le fait d'être, de toucher personne, hein, d'être avec les gants, le masque, alors qu'il n'en a pas besoin. Encore une fois, Dark Vador, il avait pas le choix, il avait plus de mains, plus de jambes, Il avait il avait presque plus de besoin du casque. poumons. C'est ça, il avait besoin du casque pour respirer, il y avait une justification. Pour Kylo, c'est une privation sensorielle délibérée et choisie Tout à et fait, tout assumée. à fait. Il s'est de lui-même enfermé dans le monde souterrain en rejoignant le premier ordre, mais en se déguisant, enfin en se mettant lui-même dans un tombeau. Son costume, c'est un tombeau. Il veut se débarrasser de son humanité à tous les niveaux. Ça veut dire intégrer le côté obscur sans plus ressentir l'appel de la lumière, et ça veut dire au niveau physique se débarrasser de tout ce qui fait l'être humain, le contact physique. D'ailleurs, c'est étonnant de voir que, enfin, c'est étonnant, non, c'est normal de voir que Rey a du mal avec le contact physique aussi. Ce sont vraiment les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Complètement parallèle. Par contre, l'ogre de Kylo, il est surprenant. Encore une fois, c'est pour ça que on reconnaît pas nécessairement le parcours. C'est-à-dire que pour lui, son ogre, c'est de se confronter à sa famille, Tout à fait. son dragon, sa difficulté. Et donc, ce passage-là, pour lui, c'est encore un passage de caverne, exactement comme on voit à chaque fois dans les mythes. C'est-à-dire quand il est à l'intérieur de la base de Starkiller et qu'il est sur un pont à rencontrer son père, rencontre qu'il cherche à éviter puisque il sent vaguement la présence de son père. Enfin, il sait qu'il est là, hein, il le sent. Mais au lieu de le chercher, il trace sa route, il avance. On sent qu'il marque un temps d'arrêt, mais il continue. Et c'est parce que son père l'oblige à se retourner et Mm. qu'il le confronte qu'il est obligé d'affronter cette épreuve. Et en plus, depuis il a vu Snoke au tout début du film, quand Snoke lui apprend que ça y est, le droïde et le Stormtrooper qui sont dans le Faucon Millenium, ils ont rejoint Han Solo, etc. Donc ils sont tous ensemble. Il lui dit, même vous, chevalier, maître des chevaliers de Rennes, vous n'avez jamais eu à affronter une telle épreuve, en parlant de son père. Donc Snoke, dans ce dialogue, identifie bien la présence de Han et la confrontation inévitable qu'il va y avoir entre Han et son fils comme une épreuve que Kylo doit surmonter. Mm. Donc c'est même dans le texte même dans le dialogue, c'est clairement identifié comme tel. Ah oui, c'est Pour pas, qu'au moment où subtil. c'est pas subtil du tout, Non. pour qu'au moment où justement cette confrontation a lieu, comme tu l'as dit, dans une caverne très très sombre, d'où la lumière qui irradie derrière Rey, hein, encore une fois, la symbolique est très forte, finit par disparaître, et c'est là que le patricide se produit. Voilà, tout est fait pour qu'on identifie bien ce moment-là comme une épreuve pour Kylo, comme le fait d'affronter son dragon, en l'occurrence son dragon à lui, tu as raison, tout à fait, c'est sa famille, c'est son père.
Mmh. Dans le but d'une récompense, comme à chaque fois, sa récompense pour lui, c'est celle que Snoke lui a promise, c'est de devenir plus fort. En tout cas, c'est la façon dont lui le perçoit. Oui, bah, il le dit à son père d'ailleurs, hein, il a besoin d'être libéré de la souffrance. Tout à fait. Et la récompense de Rey, depuis le début, bon, elle est assez claire, hein, elle cherche, elle, à trouver sa famille, à quoi elle appartient, enfin, elle cherche une appartenance, elle cherche un but à sa vie, elle cherche une définition d'elle-même, de son identité. Donc, les épreuves sont censées l'emmener vers ça. Donc là, chercher une famille d'adoption, une famille de cœur, comme on a pu voir pour Luke, c'est un petit peu ce qu'elle essaye d'avoir en récompense à travers les épreuves qu'elle affronte. Tout à fait. C'est vraiment ce qu'elle désire. Donc, à l'issue de son parcours, c'est ce qu'elle devrait obtenir, normalement, si elle triomphe. Donc quand elle affronte Kylo sur Starkiller à la fin, normalement sa récompense c'est ouais chouette, j'ai abattu le méchant. Bon, notez bien qu'elle n'est pas arrivée à le tuer alors qu'elle aurait très bien pu le faire. Elle n'a pas porté le coup final. Alors certes, ils ont été séparés par le destin, hein, qui est arrivé au bon moment. Hein, on va dire, la force les a séparés pour éviter un drame. Mais néanmoins, sa récompense, ça devrait d'être assez contente, d'être satisfaite de leur dernière confrontation, et également d'apprendre ce qui se passe pour elle, ce qu'elle ressent en elle, qui s'est éveillée, d'avoir les réponses. D'obtenir les réponses auprès de Luke. Donc ça, c'est la 3e étape pour nos 2 personnages. C'est l'illusion du succès, l'illusion de la réussite. C'est un petit peu différent pour Kylo parce que lui, ça se passe juste avant Rey. C'est-à-dire que lui, il a l'illusion, ça va durer un quart de seconde, qu'il a réussi au moment où il tue son père. Donc, au moment où il confronte son dragon, etc. Il a l'illusion qu'il a réussi parce que il se dit ah chouette, super, je vais être complètement du côté obscur, je ne souffrirai plus. Et dans la seconde, il se rend compte que c'est pas du tout ça qui se passe. Ah, c'est un échec cuisant. Hein. C'est un échec cuisant et immédiat. Pour Rey, c'est un petit peu différent. L'illusion du succès qu'elle va avoir, c'est d'avoir vaincu Kylo en combat. Donc on reste sur des codes masculins. Elle a complètement, encore une fois, fait appel à ses qualités masculines, à des choses codées masculines pour obtenir ce qu'elle croit être un succès. Elle obtient aussi des récompenses physiques, en l'occurrence le sabre et le faucon Millennium. Donc voilà, ça continue à entretenir cette illusion de succès. Et à la toute fin du film, au moment où on est sur un cliffhanger là sur Arto, elle a l'illusion du succès d'avoir retrouvé Luke. Et de se dire, bah super, ça va matcher avec Luke, il va m'apprendre plein de choses, et je vais enfin comprendre ce pouvoir en moi, etc. Et puis éventuellement une nouvelle figure paternelle qui se présente à elle. Bon, on sait, une fois qu'on a vu l'épisode 8, que c'est pas du tout ça qui va se passer. Mais voilà, elle, l'illusion du succès, elle est beaucoup plus présente et ça dure beaucoup plus longtemps pour elle. Alors que Kylo, c'est punition immédiate, tu croyais, hein, puis en fait, pas du tout, quoi. Mais disons que si on était resté sur un schéma à la Campbell, c'était bon, on s'arrêtait là. On était arrivé au paquet du héros. Fini, terminé, c'est gagné. Sauf que ça s'arrête pas là. Et donc on arrive au dernier Jedi qui, lui, nous montre bien qu'on est sur le parcours d'héroïne et qu'on va pas avoir un bis repetita comme on a pu avoir sur la trilogie originale où finalement, comme on l'a dit, chaque épisode repassait en boucle le monomythe. Donc chaque épisode était un mini monomythe. Tout à fait. Avec après un grand monomythe qui constituait les 3. Là, on continue le voyage avec le dernier Jedi. Donc lorsqu'on commence l'épisode 8, Rey et Kylo entament une nouvelle phase de leur parcours d'héroïne. En l'occurrence, ils s'éveillent à des sentiments d'aridité spirituelle. En parallèle, ils arrivent sur une planète qui est mouillée, mais c'est l'aridité spirituelle quand même. Alors c'est vrai que le Arto, c'est une île qui est codée comme fertile, comme féminine. Il y a des symboles féminins partout, parce qu'on est aussi dans l'éveil de la sexualité de Rey. Et donc visuellement, il y a énormément de symboles qui nous sont proposés tout au long du film. Mais là, ça, je pense qu'on l'abordera dans une prochaine vidéo dédiée. Oui. Oh oui. Oh oui, ça devrait vous plaire. Oui.
L'aridité spirituelle, mais également l'aridité émotionnelle, l'aridité sentimentale, hein, c'est le sentiment qui finit par être exprimé par Ray, qui est celui de la solitude quand elle finit par. Mais c'est tout ce cheminement, en fait, de réaliser qu'elle est toute seule et pouvoir le formuler à voix haute à quelqu'un, ce qu'elle s'est toujours renoncé à faire avant, où elle donnait l'illusion de se débrouiller très bien toute seule. Même si on voyait des failles dans cette indépendance et cette autonomie, on les voyait à certains moments. C'est une phase qui est essentielle parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur un roman d'apprentissage ou d'initiation, c'est-à-dire que Rey et Kylo sont en train de passer à l'âge adulte. Ils étaient des enfants dans l'épisode 7. Là, on attaque la phase adolescente dans l'épisode 8. Et donc, c'est le moment où ils vont remettre certaines choses en question. Notamment au tout début du film, ils vont avoir des désillusions par rapport à leur mentor. Donc Kylo avec Snoke, on sent très bien que la rébellion se prépare chez Kylo. Il essaie de surbiffer, il se fait renvoyer dans la niche par Snoke et on sent très bien qu'il se met en mouvement, que la dynamique va changer avec Snoke et que Kylo va partir sur autre chose, d'autant plus qu'il détruit le masque dans l'ascenseur dans la foulée. Donc le masque qui était quand même un déguisement pour ressembler à son grand-père et tout en effaçant ses liens familiaux. Donc il y a quand même beaucoup de colère et de désillusion par rapport à son projet de vie précédent parce que typiquement il n'a pas obtenu le succès en tuant son père. Ce que Snoke lui avait promis ne s'est pas produit. Et en plus Snoke lui en a remis une couche. Et Rey, de son côté, elle fait exactement la même expérience. Encore une fois, ils sont en miroir, puisque Luke est pas du tout engageant et refuse de la former, refuse de lui parler, l'ignore complètement. Donc elle tombe de l'armoire aussi. Ils réalisent tous les deux que leur choix ne leur apporte pas satisfaction et qu'il va falloir trouver satisfaction ailleurs. On les sent à bout pendant le film. Tous les deux de leur côté sont en pleine insurrection, en pleine rébellion. Hormones. Enfin, rien ne va. Aussi, effectivement, c'est le grand chambardement parce que ils vont de désillusion en désillusion. Ils vont tous les deux y réagir de façon différente. Ça clash entre ce dont ils ont besoin, mais dont ils n'ont pas forcément conscience, et ce dont ils ont envie, qu'ils ne se réalisent pas comme ils le voudraient. Donc ça a aussi beaucoup de frustration, et c'est ce qui fait qu'ils vont aussi pouvoir connecter sur ce terrain-là. Parce que leurs deux parcours sont parfaitement en phase et c'est le moment idéal pour se tourner vers une autre source de réconfort, des questionnements, d'interaction, vu que leur mentor, c'est-à-dire les personnes vers lesquelles ils se sont tournés spontanément, les ont laissés tomber. Et comme on est en pleine phase adolescente, c'est pas non plus déconnant que ces désillusions soient liées aux figures d'autorité, parce que on va passer à l'âge adulte, donc forcément on se rebelle aussi contre les figures d'autorité, on va chercher sa propre voie. Et puis quand on est ado et que ça va pas à la maison, on passe tout son temps au téléphone avec ses copains. Et Exactement. ce qui leur arrive, ils se retrouvent avec une connexion qui leur permet de trouver les réponses ou la satisfaction dont ils avaient besoin ou la compréhension dont ils avaient besoin. Et effectivement, ils vont trouver un soutien émotionnel là où ils ne l'attendaient absolument pas. C'est ce qui fait tout l'intérêt de leur relation aussi, quoi. C'est vraiment deux solitudes, deux désespoirs qui se rencontrent et qui vont connecter contre toute attente. Donc ils sont obligés d'encaisser le fait qu'il y a des échecs et ils sont obligés de revoir un petit peu leur stratégie, etc. C'est le moment aussi où ils remettent en question leur place dans le monde. Rey se cherche, elle le dit à Luke à un moment donné, elle croit qu'il va lui donner des réponses et pas du tout. Et Kylo lui offre un autre angle, en fait, ce qui va beaucoup la déstabiliser. Voilà, ils sont très déstabilisés pendant cette phase-là. Et les doutes qui commencent à s'instiller dans l'esprit de Rey vont faire crise, en fait, qui va lui permettre de s'engager dans l'étape suivante, qui est l'initiation et la descente vers la déesse, le fait de commencer à retrouver le féminin en elle et autour d'elle, mais particulier en elle, ce qui s'accompagne avec généralement une grande bouffée de désespoir, et ça on le voit parfaitement dans la scène où elle décide d'aller dans le
trou d'eau qui l'emmène à la grotte de Arcto. Elle est à ce moment-là en train de pleurer face à Kylo. On la sent vraiment à bout. C'est vraiment la crise qui précipite le fait qu'elle ait besoin de se tourner vers le côté obscur de l'île pour y trouver des réponses qu'elle n'a pas trouvées auprès de Luke. Tout à fait. C'est un peu le fond du trou pour elle, à la Littéralement. fois voilà, à la fois visuellement et narrativement, parce que c'est le moment où elle va commencer à rebondir ensuite, à chercher les réponses en elle et pas uniquement des validations venant de l'extérieur. Donc c'est un shift monumental pour elle. C'est effectivement le moment aussi où elle reconnecte progressivement avec ses qualités plus féminines, d'écoute, de compassion, etc. Et c'est pas anodin que ce soit à ce moment-là qu'elle tende la main à Ben Solo. C'est elle qui lui tend la main, qui fait ce geste d'empathie vers lui. C'est parce que c'est le moment où elle embrasse, elle incarne pour la première fois vraiment depuis qu'on la connaît ses qualités plus féminines. Donc elle commence à reconnecter avec le féminin. Effectivement, normalement, dans la quête de l'héroïne, c'est le moment où l'héroïne commence à prendre conscience que tous ces stratégies masculines n'ont lui finalement pas apporté le succès qu'elle escomptait. Et quand elle va dans la grotte, elle a les cheveux longs, détachés. Il y a une mise à nu de ça. Et elle y va sans armes. Elle a laissé les armes derrière elle. Elle y va vraiment avec juste ses mains nues, ses attentes, ses espoirs, et beaucoup plus féminine à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir qu'elle va garder les cheveux longs jusqu'à la fin du film. Donc c'est un signe aussi de libération sexuelle. Donc ça pareil, je pense qu'on y reviendra dans une prochaine vidéo. Et on quitte l'enfance parce que les trois petits chiens, c'était effectivement, ça faisait partie de son déguisement de Jakku, de pilleuse d'épave. Elle était coiffée comme ça quand elle avait 5 ans. C'est toujours le cas quand elle en a 20, parce qu'elle ne voulait pas grandir. Et là, cette aridité spirituelle qu'elle a rencontrée, ces désillusions, le fait qu'elle ait entamé cette descente vers la déesse, qui est elle-même en fait, hein, parce que toutes les réponses sont à l'intérieur d'elle, et ça, il faut qu'elle le comprenne. Eh bien, tout ça, ça montre qu'on va passer à l'âge adulte. On a quitté l'enfance. On a définitivement quitté l'enfance. Oui, et puis comme on le disait, avec le fait que les réponses sont en elle et que ce qui compte, c'est sa potentialité féminine, ça s'incarne dans les multiples visages de Rey qui apparaissent dans la grotte, et ça ne Ah préfigure ouais. aucunement que c'est un clone. C'est juste, Ah mon Dieu, non. C'est tous les chemins sont possibles pour voilà, elle. C'est toutes les raies possibles qu'elle peut devenir. toutes les Rey féminines possibles et non pas un clone de Rey. Ça n'est pas ça du tout. Du tout, on est vraiment dans la symbolique, très lourdement dans la symbolique, hein, dans ce film en particulier. Donc, faut pas tout prendre. Enfin, c'est pas au premier degré hein, qu'on peut comprendre ces Ah non, scènes, effectivement. normalement non. Alors si on fait le parallèle avec le côté de Kylo en ce qui concerne l'initiation et la descente vers la déesse, l'initiation c'est peu ou prou la même que Rey, hein, donc c'est l'éveil à la Mhm. sexualité, la mise à nu puisqu'on le retrouve à moitié nu, et son intérêt de plus en plus visible pour Rey qui est son incarnation de la déesse, hein, du féminin, de Mhm. l'éternel féminin. Parce qu'il est intéressé par elle, pas seulement pour ses qualités de Jedi, hein, ça semble évident. Non, bah non. Bah, elle ressemble beaucoup à Leia, hein. Je pense que je fais juste une petite digression, mais il y a un complexe d'Oedipe qui est extrêmement marqué chez Kylo. C'est bien un Skywalker, hein. Ah, faites pas une, hein, Ah ouais, ouais, ouais. Oedipe, c'est très fort dans la saga. Et donc, du coup, ouais, la déesse, pour Rey, elle est en elle-même, il faut qu'elle aille la chercher en elle-même. Pour Kylo, la déesse, c'est Rey. C'est-à-dire que c'est la compagne qu'il veut. Et je pense que la descente, ces Skype qu'ils ont sur Arto, etc., le moment où ils se rapprochent, c'est le moment où il s'en rend vraiment compte. Où ça passe du niveau inconscient au niveau conscient, que c'est avec elle qu'il veut construire quelque chose. mmh, tout Il a rencontré la déesse.
lui aussi. Oui, mais en même temps, la descente à la déesse avec la crise et le désespoir, c'est aussi la scène de Crate, puisque la grotte, c'est également le retour vers le féminin, c'est là où se cache sa mère, hein, donc il est en train de débusquer sa mère. Là, on va encore faire de la psychanalyse à deux balles, mais il va Mais c'est ça, est en train c'est de exactement. retourner vers la mer, accessoirement possiblement vers Ray, puisqu'elle est pas loin avec le faucon. Donc il est en train de la chercher. Il le dit très bien au moment où il se réveille et quand il dit on sait où elle est allée. Il se doute qu'elle est là-bas. Donc c'est aller débusquer le féminin dans la grotte. Pour lui, la crise et le désespoir, c'est au moment où il se retrouve face à Luc. Et qu'il se rend compte que ses stratégies masculines à lui ont également échoué, puisque le duel qu'il essaie de faire et le grande démonstration de force premier ordre échoue complètement. Face à une stratégie éminemment féminine de Luc, qui est pleine de compassion, qui est dans la non-violence absolue, puisque Luc se sacrifie pour certes aider la résistance à s'enfuir, mais aussi pour donner à Kylo l'occasion de faire sa catharsis, d'évacuer sa rage, sans que Kylo ait l'opportunité d'avoir le sang de son oncle sur ses mains. C'est-à-dire que c'est déjà assez difficile pour Kylo, enfin ça va être difficile de revenir en ayant tué son père. Il n'a pas eu l'opportunité de tuer son oncle, par contre il a quand même pu évacuer sa rage parce que Luke a adopté une stratégie féminine de non-violence, de compassion, qui réussit là où la stratégie masculine, martiale, guerrière de Kylo échoue. Ce qui va l'amener à remettre en question, à l'emmener sur le chemin de la remise en question par rapport aux stratégies masculines qui avaient été mises en place jusqu'à présent. Donc c'est une étape de plus vers sa rédemption et vers son aventure d'héroïne entre guillemets, puisque son aventure à lui suit le parcours de l'aventure de l'héroïne telle qu'elle a été définie par Murdoch. Effectivement. Et c'est vrai que ça reste un personnage très masculin, hein, Oui. très sexy, tout ce que vous voulez. Mais comme on l'avait dit, il est très féminin de façon interne. Hein, il est codé comme féminin au niveau de ses émotions, de la façon dont il les exprime. C'est peut-être pour ça que ça a coincé avec certains fans garçons, notamment. Donc c'est pas déconnant qu'ils suivent un parcours d'héroïne. En plus, ils sont en miroir tous les deux, donc depuis le début de la nouvelle trilogie, donc ça fonctionne complètement. Moi, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit parce que ça fait le lien avec un méta que tu avais écrit, à savoir que quand il veut rentrer dans la mine de sel, il retourne vers la mer, effectivement vers sa mère, mais c'est pas sa mère qui trouve dans la mine de sel, c'est Rey. Donc la déesse pour lui c'est vraiment Rey, et c'est-à-dire la mère de ses enfants. On passe à l'âge adulte, donc Spoiler. il retourne pas vers maman, il retrouve dans le dernier Skype la future mère de ses enfants. Oui. J'avais adoré cette analyse que tu avais faite dans ton méta, et je trouve que ça fonctionne très très bien avec ce qu'on est en train de dire. Je te remercie, mais je pense qu'effectivement, elle n'a pas pris une ride. Je pense qu'on va vraiment vers ça, effectivement. Ah oui. Je ne pense pas qu'on verra nécessairement un bébé ou un ventre rond à la fin, mais bon, voilà, c'est symboliquement, encore une fois, et dans la symbolique. Tu parlais du miroir juste avant, Aurélie, avant cette digression très sympathique pour moi. Je t'en prie. Mais voilà. Mais le miroir, encore une fois, on n'est pas dans la subtilité, les mecs. Hein. Le miroir, ils nous l'ont collé sur Acto, hein, avec ces deux ombres sur lesquelles on a spéculé. Alors, c'est qui est dedans. Plein de gens ont cru voir que c'était peut-être l'ombre de Kylo en face. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit Kylo en face. Voilà, on est là-dedans, dans les miroirs. Ils sont en miroir. Et c'est peut-être le moment d'aborder Jung. Qu'est-ce que tu en penses, puisque tu as parlé de l'ombre et du miroir? On peut complètement. Je suis bien, tu as repéré mon habile transition. Mon petit clin d'œil. Donc, et ben, engouffre-toi dans la brèche, tel Kylo sur Crète. J'espère que j'aurai un peu plus de succès que lui. Oui, tu vas y aller avec des moins gros sabots, hein, parce que c'était pas non plus une manœuvre subtile. Alors effectivement, on va en profiter pour aborder Jung très rapidement en surface. Mais bon, il faut savoir que les archétypes tels que les a définis Jung sont en fait issus de son analyse des contes et des mythes, etc. Et ça fonctionne très très bien dans la nouvelle trilogie. Et la nouvelle trilogie est truffée de clins d'œil aux archétypes. Donc nous, on va en aborder 3 aujourd'hui. Donc le premier dont on veut parler, c'est l'animus. En fait, l'animus, c'est le principe masculin
qui est présent chez toutes les femmes et soit qui est néfaste si ce sont des énergies destructrices, etc., soit qui peut être bénéfique si c'est du masculin bienveillant, bien intégré. Dans les contes, dans les récits, en général, l'animus d'une héroïne, donc là on est sur un parcours d'héroïne, c'est le rapport au masculin, c'est le masculin qu'elle doit épouser. En général, dans les contes, ça va être le prince charmant, parce que en général, le prince charmant, c'est le premier homme auquel l'héroïne est vraiment confrontée, auquel elle est attirée sexuellement, etc. Et donc c'est le futur compagnon, c'est le prince charmant. L'équivalent pour un héros masculin, ce serait l'anima. C'est-à-dire le principe féminin qui réside en tout homme et que chaque homme doit intégrer pour avoir une personnalité équilibrée, etc., passer à l'âge adulte, à la maturité. Et le troisième archétype dont on veut parler, c'est l'ombre, justement. Donc c'est pour ça que j'avais rebondi sur ce que tu as dit, Claire. L'ombre, en fait, c'est tout le bagage qu'on se traîne. Ce sont toutes les pulsions, la colère, la frustration, etc. La honte, toutes les choses qu'on a appris à mettre de côté parce que nos parents nous ont dit que c'était pas bien, parce que on nous a dit depuis qu'on est tout petit que c'était pas des comportements acceptables en société, etc. Donc tout ce bagage qu'on se traîne. Ce qui est souvent symbolisé, j'allais dire, dans les histoires par le double maléfique ou le jumeau maléfique. Exactement. Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, la part d'ombre de la personne, mais c'est la même, donc on pourrait dire que c'est schizophrène, mais non, c'est encore une fois le double maléfique. Et là, pour le coup, Star Wars, on est en plein dedans, hein, les Jedi et les Sith, l'obscurité et la lumière, ça Ah ouais, c'est pas subtil du tout non non. plus. Mais alors, ça devient le double maléfique si on a étouffé l'ombre beaucoup trop longtemps, si et à un moment donné ça nous pète à la figure, c'est si vous mettez trop de bazar sous le tapis ou dans le placard, au bout d'un moment ça va vous péter à la tronche. Et là c'est pareil. Alors que pour être une personnalité complètement accomplie, équilibrée, il faut au contraire qu'on intègre notre ombre. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les récits, quand il faut vaincre son double maléfique ou au contraire faire un geste de compassion vis-à-vis de lui. Donc là, dans la nouvelle trilogie, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'héroïne, l'animus, donc le principe masculin, et l'ombre sont le même personnage. En l'occurrence, c'est Kylo Ren. Kylo Ren, Ben Solo, est l'ombre de Rey. Donc il faut, pour qu'elle s'accomplisse dans son parcours, qu'elle épouse Kylo et qu'elle l'intègre par sa compassion et par sa compréhension. Et c'est exactement ce qu'on voit dans l'épisode 8. C'est déjà en train de se mettre en place dans l'épisode 8 et ça se finalisera bien sûr dans l'épisode 9. En sachant que oui, jusqu'à présent, de toute façon, la part d'ombre, elle a jamais été détruite. Hein, dans Star Wars, on ne voit jamais ça, que ce soit dans la trilogie originale. Quand Luke rencontre Vador dans la grotte, qui préfigure sa possible destruction, et le fait qu'il tombe dans le côté obscur, et c'est ce dont il a peur. Donc, il a peur de cette part d'ombre de lui. Ça se termine dans le dernier épisode qu'il ne tue pas cette part d'ombre. Il se réconcilie avec. Donc, de toute façon, canoniquement dans Star Wars, l'ombre, on n'est pas là pour lui taper dessus à coups de sabre laser et la détruire. C'est pas ce qui se passe. Et effectivement, Luke, c'est un peu, alors pour le coup, c'est le modèle campbellien par excellence, sauf dans cette intégration de l'ombre. Parce qu'en général, le héros va intégrer l'ombre par le conflit. Et Luke, lui, le fait à la manière d'une héroïne, par sa compassion, par sa non-violence. Et donc ça, c'est un petit peu aberrant entre guillemets dans son parcours. C'est peut-être le seul moment où vraiment il s'écarte de façon notable du schéma de Campbell. Par son empathie, oui, il se reconnaît dans l'autre, en fait. Il arrive à accepter le fait qu'il est pareil que la personne qu'on lui vend comme le double maléfique. Il l'accepte, et le fait de l'accepter fait qu'il ne va pas le détruire, et justement, il arrive à créer du lien et à retourner son père et à faire en sorte qu'il puisse se racheter lui-même. Et typiquement, c'est quelque chose que Leia n'a pas pu faire. Elle n'a jamais fait la paix avec son père. Contrairement à Luke. Bon, elle savait pas que c'était son père, ça explique... donc elle pouvait pas faire ça. Elle n'a pas eu la Non, mais du coup, elle a jamais eu... c'est vrai. Mais du coup, elle n'a jamais eu cette opportunité non plus. Et je pense qu'elle a jamais pu le faire, même émotionnellement. Ce qui explique, quand tu lis l'univers étendu, pourquoi elle a fait ce genre de bourde avec Ben. Elle l'a mis sous le tapis. Exactement, elle l'a mis sous le tapis au lieu d'intégrer son père, de dire à son fils qu'il était le petit-fils d'Anakin Skywalker, mais que c'était aussi Dark Vador, qu'il y avait la tentation du côté obscur. Au lieu de l'entourer et
de le préserver en lui disant la vérité, et en l'aidant à intégrer l'ombre, en faisant elle aussi ce travail. Elle a tout mis au placard et quand ça a pété, c'était trop tard et ça a largement contribué à faire basculer Kylo. Ça et Luke avec son sabre. Mmh. Même si je crois dans Bloodline, elle a une scène où elle part en cosplay, hein, elle se dit: «Quitte à être Oui, la fille de Vador, elle, puisque on va me limoger parce que je suis la fille de Vador, et ben allons-y à fond». Donc en vraie fashion victime, elle se déguise quasiment en Vadorette. c'est ça. En fangirls de Vador et avec panache pour fermer le clapet de tous ses détracteurs. Mais ça, c'est tellement Leia, puis c'est à la Skywalker, ils sont tous tellement extra, Ouais. tellement, ils en font tous des caisses, c'est des drama queens dans cette famille. Donc forcément, Leia, pareil, Ouais, hein. C'est bien une mais tu as raison, Skywalker. c'est que du costume, c'est de la pose, mais c'est pas de l'intégration psychologique. Elle l'a pas. Non, 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 elle a pas pas du été tout, capable de pas le du tout. faire. Là, on arrive dans le borderline spéculatif là, hein, donc il y a une Oui, partie qui oui, est oui. déjà un peu en train de se mettre en place, c'est-à-dire donc l'étape suivante, c'est le fait de vouloir reconnecter avec le féminin. Ça, on commence à on le voit à la fin du dernier Jedi, quand Rey est avec Leia, dans une attitude mère-fille, hein, où Tout à elles fait, sont la en la train de. dynamique de mère-fille qu'on avait pressenti dans l'épisode 7, dans leurs interactions à la fin, se cristallise vraiment dans l'épisode 8, ouais, à la toute Et fin. semble se poursuivre dans l'épisode 9 puisque, on a eu une image de câlin, ouais, Oui, lacrymale, entre Rey et Leia. Alors on ne sait pas exactement si c'est une scène d'adieu ou si elles viennent de s'échanger quelque chose, de parler de. Alors de là, encore parler une de fois, c'est Ben du. peut-être. Exactement. Est-ce qu'elles ont parlé de Ben? On ne sait pas, mais on va bien vers cette réconciliation, mère-fille. On peut aussi espérer que Maz, rentre, là-dedans. Peut-être qu'elle aura un rôle à jouer. On sait que l'actrice est au casting, donc normalement, ça peut aussi, Ça peut, oui, parce que Maz, ça reste une marraine. elle lui a servi, voilà, elle lui a servi de guide dans l'épisode 7. C'est-à-dire l'interaction avec Maz n'était pas du tout anodine parce que c'est quand même grâce à ce que Maz lui a dit que Rey, au milieu du duel, arrive à taper dans la force. Bon, le côté obscur, là, elle flirte avec le côté obscur, mais et, et, à, et, à, et, à, ouais, et à battre Kylo. Donc, le rôle de guide de Maz Kanata était pas du tout anecdotique. Et il servait même un propos même narratif, dans l'intrigue même. Ouais. Mais pour revenir sur justement la fin, dans le vaisseau, il y a un beau passage de bâton, hein, parce que la première fois où elle l'a envoyé, heu, vers Luke, c'était avec le sabre. Là, à la fin, elle est avec lui, enfin, ils sont toutes les 2 avec le sabre brisé, qu'elles Oui, tiennent toutes les 2. Elles ont toutes les 2 leurs mains posées symboliquement dessus, et c'est un peu comme si d'une certaine manière, Leia, transmettait l'héritage à Rey et d'une certaine manière lui confiait un peu l'avenir de sa famille et de son fils, oui. on pourrait dire le rôle. Tu as parlé avant du rôle de la mère qui allait passer à Leia, hein, à Rey. Donc non pas que Rey va jouer la maman, hein, mais elle va jouer la maman pour Kylo, pas de Kylo. Et Mhm. donc c'est comme si elle transmettait ça, cette fonction, dans cette Ouais, scène. il y a un passage de relais, mais c'est Ouais. pas anodin que, enfin, ce sont les 2 seuls êtres que Kylo aime et ce sont 2 femmes, c'est-à-dire sa mère et sa chérie, et qui sont avec le sabre de l'hérédité, de la famille, de l'héritage familial qui est brisé et elles sont toutes les 2 et on se doute bien qu'elles vont faire front pour, reconsolider, réparer, cet héritage familial et pour ça, bien sûr, il faut ramener Ben. Un vrai fils à maman, hein. Et puis dans le comique, avec, Ah Hux, ouais! justement ce qu'on lui rappelle, enfin lui il est endormi à ce moment, enfin Il est dans il est les choux, il il est est dans les évanoui. dans les vapes, ouais, il est même pas endormi, il est dans les vapes, et un Il a un ancien petit trauma crânien. Italien après avoir affronté une bête, et et donc un ancien habitant, de la planète de sa maman, le reconnaît comme le fils de, enfin, est tout à fait sensible au fait qu'il ressemble à sa mère. C'est ce qui est le plus important en fait, qu'il ressemble à sa Et mère. même Hux dit à ce vieil homme qui recueille Hux et Kylo blessés, Hux lui dit: «Kylo refuserait de l'admettre, mais il ressemble beaucoup à sa mère, c'est bien le fils de sa Mmh. mère».
Et ce sont les 2 seules personnes, pour l'instant, qui s'est absolument refusé à blesser, Mmh. puisque, Tout à fait. il n'a pas tiré sur le vaisseau de sa mère, hein. On voyait qu'il avait décidé de renoncer à ce projet et jusqu'à présent, non, il n'a pas fait de mal à Rey non Non, plus. donc bon, c'est signé Furax, enfin, je veux dire, c'est encore une fois, c'est pas si subtil que ça, Bah, hein. ça devrait pas l'être, mais apparemment ça le demeure puisqu'on se sent obligé de le préciser. Donc Oui, c'est vrai, c'est dingue. Ah mais ouais. Est-ce que tu veux dire un mot sur les étapes qui restent, hem qu'on doit s'attendre à trouver dans l'épisode Ouais, 9 par ou rapport à la réconciliation, mère, fille, on pourrait dire qu'on peut s'attendre à la réconciliation mère-fils si on prend le parallèle avec oui, Kylo. Alors savoir ce qu'ils vont pouvoir en faire du fait du décès de l'actrice Carrie Fisher, encore une fois, on ne sait pas. Ils avaient normalement prévu que chaque épisode était centré sur un des personnages de l'ancienne, bah, la trilogie originale. Donc c'était mmh, Han Solo, ensuite Luke, ensuite ça devait être la trilogie de Leia. Malheureusement, bah, il a fallu faire les choses un peu différemment. Donc comment ils vont arriver à faire ça, on ne sait pas, mais sûrement il va y avoir une forme de réconciliation, sinon effective, au moins symbolique avec la mère. On peut s'attendre à ça, ne serait-ce que dans son héritage ou dans un objet ou dans le fait, si elle est décédée, d'être présente face à sa tombe oui. ou à son enterrement, ça pourrait être une possibilité. Alors l'étape suivante, c'est donc guérir la partie masculine qui aurait été blessée à l'intérieur. Donc là, ça fait Bah, un petit peu bizarre dit comme ça. mais et pourtant c'est limpide, hein. Bon, C'est alors réconcilier le féminin et le masculin, je pense plus voilà, largement, ouais. c'est la ouais, c'est ça, c'est la première partie. Donc, déjà avec les archétypes que tu as rappelés, Aurélie, le fait que, ben, il y a toujours une part féminine, chez l'homme, une part masculine chez la femme. On tend encore une fois vers l'équilibre à la fin, hein. Donc, ben, le masculin chez Kylo, ça semble évident, hein, c'est un garçon en grande souffrance. Donc il va falloir, qu'à un moment il fasse la paix avec lui-même. Alors en ce qui concerne le masculin à l'intérieur, la partie qui est blessée, c'est la partie Ben Solo. Oui, Euh, c'est lui le garçon blessé. C'est Ben. le, c'est ça. Donc c'est cette partie-là qu'il va falloir qu'il accepte. Il a un petit peu commencé à l'accepter puisqu'il a accepté de se faire appeler Ben Ouais. pendant tout l'épisode précédent. Donc là aussi, il va falloir à un moment qu'il admette cette Du partie-là. côté de Ray, se réconcilier avec le masculin, je pense que c'est se réconcilier avec, son animus, donc avec Ben. Je pense que c'est le moment où ils vont trouver, l'équilibre, y compris l'équilibre de la force, parce que la force, c'est une métaphore aussi pour, tu disais côté obscur, côté lumineux, c'est les principes masculins, les principes féminins, c'est la dualité. Donc, quand ils ont l'équilibre dans la force, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé l'équilibre en eux et entre eux. Donc je pense que c'est à ce moment-là que ça va se faire et ça prépare le terrain pour la toute dernière étape. Ah, l'apothéose, hein, donc qui est, l'intégration du masculin et du féminin. En fait, l'équilibre de L'union, la force, heu, exactement. voilà, l'équilibre parfait, ce qui va avec l'équilibre du monde, on est encore là dans le yin et le yang, hein, aussi, hein, c'est-à-dire l'harmonie, hein, donc c'est aller au-delà du binaire Exactement, ouais. et Dieu sait si on en a du binaire, là, on vous en a cité, pas mal. Donc on peut pas s'attendre à un gros, clash, qui fait qu'il y a un côté qui va gagner plutôt qu'un autre, puisqu'il faut arriver à un équilibre. Soit ils meurent tous les 2, soit ils survivent tous les 2. Ouais, C'est c'est jamais l'un sans jamais l'un l'autre. sans l'autre, puisqu'ils sont là pour créer l'équilibre. Ils sont un miroir tous les 2, donc ils auront une destinée, analogue. Liés, ils Ils sont sont liés. liés, narrativement, thématiquement, par la force, et cetera. Donc bien sûr qu'ils auront une destinée, similaire et bon, bah, on est sur un parcours d'héroïne, donc a priori, on va vers le triomphe de l'héroïne. Donc bon. Des héroïnes, hein, puisque Bah, tu des peux 2 mettre héroïnes du Kylo, coup, hein. Bah, Kylo, il a nos 2 héroïnes, Kylo, c'est marrant parce que l'ascension, l'apothéose, voilà. c'est marrant parce qu'il a un parcours d'héroïne, il est sur un arc de rédemption et c'est un héros tragique aussi. Donc il a plein de casquettes, Kylo, et ce qui est très, très intéressant dans ce personnage, c'est bien la preuve qu'il est très, très bien écrit, c'est que ça fonctionne parfaitement. Ça fonctionne très bien. Ah et puis tu avais mentionné Jung, mais tu sais, j'avais trouvé cette, citation Oui, qui était, qui va tout à fait dans le sens de tout ce qu'on a dit auparavant. Donc je vais sortir ma citation. «L'ombre est quelque chose,
d'inférieur, de primitif, d'inadapté et de malencontreux, mais non d'absolument mauvais. Je fais une petite parenthèse. Voilà, encore une fois, on n'est pas dans le méchant, hein. L'ombre, c'est pas le méchant. Je reprends. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totality psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection, mais de la plénitude. Et attention, accrochez-vous sur la finale. Sans imperfection, il n'y a ni progression, ni ascension. Je suis presque sûre qu'en anglais, ça doit être rise, hein. Donc, Excellent. je pense que là, là, ils sont allés chercher dans ces textes-là. On le sait très bien puisqu'ils ont tapé dans Campbell. Tu disais Aurélie que Ryan Johnson avait fait part de ses lectures Alors partagées. effectivement, il n'a pas relu Jung, qu'il avait lu plus jeune. Par contre, Connais. il a regardé des conférences de Robert Bly, qui était un poète américain, qui a beaucoup exploré sa part d'ombre, qui a fait beaucoup de conférences sur sa part d'ombre, et qui a même écrit un petit livre sur l'ombre humaine, l'ombre chez l'être humain, qu'on vous recommande. Donc on vous mettra les références dans la barre d'infos. Même chose pour le livre de Maureen Murdoch, qu'on vous recommande aussi chaudement, qui explore bien le parcours de l'héroïne. Et puis évidemment Campbell, hein. Si vous vous sentez de lire Campbell, allez-y, mais sa prose n'est pas toujours très digeste, hein. Je préfère vous prévenir. Il Non, n'est mais alors pas toujours accessible. Vaut mieux regarder on le trouve en vidéo. ouais, voilà, vaut mieux regarder des interviews de Campbell, en fait. C'est déjà plus didactique et C'est plus digeste. plus digérable. Ouais, Voilà, c'est ça. exactement. C'est moins bourratif. Et puis en plus, anecdote, ces entretiens ont été tournés dans le ranch Skywalker. Donc on est au cœur du sujet. Et puis, bah, je pense qu'on va vous laisser là-dessus. Encore vouloir rassurer les âmes en peine, surtout avec la nouvelle vague de fuite sur l'épisode 9. Franchement, il n'y a aucun moyen de douter du matériel qu'on a actuellement en disposition. Enfin, pour l'instant, les seules preuves concrètes qu'on ait, c'est celles qu'on vous donne et elles sont assez cohérentes et assez Puis des limpides. fuites, on va en avoir jusqu'à la veille de la sortie du film, donc pas d'affolement. C'est plutôt dans les anti, les fanboys qui risquent de s'affoler plus on va s'approcher de la deadline, donc pas d'inquiétude. Puis à un moment, on va vous conseiller un plombier, hein, parce que Ah oui, là, ça devient critique là, hein. Euh, Super Mario! Que fais-tu? Que fait Super Mario contre les fuites? bah, il a payé déjà ses tours de cartes. Il est sur une piste de karting là, il peut pas être partout. Ça ou il est en train de Au prix que flotter ça des coûte. champignons au festival de Woodstock avec nos copains, c'est peut-être pour ça. Ah, Enfin bon, mais je en sais fait, on va peut-être nous retrouver dans l'épisode 9. Il va peut-être un plombier. mais il serait complètement à sa place, Oh bah ça écoute, c'est Star Wars, hein, tu peux mettre autant de complètement. bizarre que tu veux, hein, y a aucun souci. Bah, il a l'habitude des princesses, alors ça le dérangera pas. Ah non, bah non, il saura comment s'y prendre. Donc nous, on vous retrouvera, bah, pour le dernier niveau, le niveau expert, Le de niveau cette série. plus. Ah ouais, le niveau plus, où on va encore, aller plus loin, aller plus haut et donc restez bien Non, à ce ne sera pas l'affût, un karaoké. restez bien à l'affût, pour la dernière vidéo, de cette série, Comprendre la postlogie. Et puis Puis on n'ayez pas peur, hein, on va pas toujours faire des choses, très, très littéraires, hein. On va vous proposer, plein de choses différentes, mais là, ça nous semblait vraiment important de bien s'appuyer sur les textes. oui, de poser, des jalons et puis, bah, on a plein d'autres contenus, de prévus, Oh que heu, oui! oh là là, il y a du très, très lourd dans les tuyaux, vous inquiétez Yeah. pas. Eh Donc on vous bien, dit à très bien à très bientôt.